Bonjour à tous et bienvenue à cette septième web visio sur l'implantation des haies. Cette web visio s'intègre dans une série de web visio que vous pourrez revoir. Je laisse la parole à notre intervenant, mon collègue Adrien Balceroviac. Bonjour à tous. Je me présente, Adrien Balceroviac. Je suis conseiller captage, grande culture biologique et agroforesterie à la Chambre d'agriculture des Ardennes. Et je vais vous présenter des éléments concernant l'agroforesterie, les haies et plus généralement le lien entre l'arbre et l'élevage. Donc pour démarrer, quand on parle un petit peu bienfait de l'agroforesterie, qu'est-ce qu'on entend par agroforesterie ? Donc, il s'agit d'une association en fait délibérée sur une même parcelle d'une production qui soit agricole, donc culture ou pâture, avec une production ligneuse, donc une production d'arbres. On en distingue deux grands types, ce qu'on appelle le sylvopastoralisme, un nom un peu barbare pour désigner l'association d'animaux avec des arbres, et l'agri-sylviculture, donc plutôt les arbres avec des grandes cultures. Alors, est-ce que l'agroforesterie est un système innovant? Pas vraiment. On retrouve en fait ces systèmes d'agroforesterie dans des gravures du XVIIe, XVIIIe siècle, où on voit des animaux pâturer sous des vergers. Donc, les pré-vergers, c'est des systèmes qui existent de manière assez ancienne. À gauche, vous avez du coup la gravure, et à droite, la photo actuelle des pré-vergers qu'on peut retrouver dans différents lieux. Quand on parle de l'agroforesterie ou des arbres, quel est l'intérêt d'associer à l'élevage en général? Donc, on peut avoir plusieurs intérêts. L'intérêt au niveau bien-être animal, avec une régulation de l'ombrage, un effet brise-vent, une atténuation du climat, un impact sur l'humidité de l'air. Donc là, plutôt un aspect bien-être pour les animaux. Et après, on a tous des éléments qui vont tourner autour du stockage de carbone, de l'apport de matière organique, des éléments par rapport à plutôt l'aspect environnemental, donc filet de protection et pompe à nutriments pour préserver la qualité de l'eau, des éléments par rapport aux auxiliaires, aux pollinisateurs, et puis un dernier aspect où on peut réfléchir à une diversité de production. Donc, que ce soit du bois d'œuvre, bois de chauffage, production éventuellement de fruits, etc. Donc, quand on parle de microclimat favorable aux animaux, c'est important de voir que quand on commence à avoir des alignements d'arbres et une répétition assez régulière, on a tendance à augmenter l'humidité sur la parcelle, à réduire aussi le rayonnement lumineux, réduire la vitesse du vent et réduire aussi l'évaporation sur la parcelle. Donc tout ça participe à un climat tempéré et ombragé qui est favorable aux animaux. Donc pour mettre ça en évidence, je vous ai remis des éléments issus du projet Arbel. Donc c'était un projet en partenariat avec l'INRA, l'IDEL, l'ADEME, Agrouf et l'université Unilassal Beauvais, qui montrait qu'en fait, vous avez différentes sondes qui ont été postées dans des parcelles sans arbres et des parcelles avec arbres. Donc les parcelles sans arbres correspondent aux courbes bleues. Les parcelles avec arbres correspondent aux courbes vertes et aux courbes rouges. La courbe rouge étant une analyse en fait à 1 mètre de l'arbre, et les courbes vertes des analyses qui ont été faites en interrang de deux alignements d'arbres. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on a un climat qui est tempéré par rapport à des parcelles sans arbres, avec des excès climatiques qui vont jusqu'à 6 degrés d'écart entre des parcelles avec arbres et des parcelles sans arbres. Ça atténue à la fois les fortes chaleurs et ça atténue également les températures basses de la nuit. Donc, en journée aux alentours de 6 degrés et la nuit jusqu'à 1 à 2 degrés. Elles permettent également de réguler l'humidité relative durant la journée. Par rapport à ces éléments-là, on peut amplifier le phénomène de climat par rapport en fait, à des protections spécifiques
contre le vent, donc des haies qu'on appelle brise-vent, qui permettent de réduire de 30 à 50% la vitesse du vent sur une surface qui correspond à 10 ou 15 fois la hauteur de la haie. Donc pour une haie qui ferait 5 mètres, on irait jusqu'à 50 mètres de protection. Et effectivement, cet effet brise-vent amplifie encore limite encore l'évapotranspiration. Alors, quand on parle de haie, de haie brise-vent, donc il ne faut pas une haie imperméable, il faut que ça soit une haie semi-perméable. Donc, on va plutôt favoriser des doubles haies, c'est-à-dire des haies qui seront implantées sur 2 lignes avec des strates plutôt arborées, donc des arbres, et plutôt des strates arbustives pour en fait atténuer le vent, mais pas forcément faire un obstacle, puisque si on crée un obstacle, le vent sera amplifié derrière cet obstacle. C'est ce que je vous ai précisé un petit peu sur les schémas de droite. Donc les meilleurs haies brise-vent, c'est plutôt des haies doubles avec 2 voire 3 strates et du feuillu positionné bien sûr du côté des vents dominants. Donc une fois qu'on a parlé un petit peu de ces différents éléments, on va voir un peu l'impact que ça peut avoir sur les animaux. Donc on a vu que ça atténuait le climat, donc ça favorisait un milieu plus stable pour les animaux. Ça les abrite contre le soleil, le vent, et puis ça tempère les excès climatiques. Donc du coup, ça limite le stress des différents animaux. Donc quand on parle de stress, je vous ai remis un petit peu ici le tableau. Alors on voit qu'en fonction des températures qu'on a et de l'hygrométrie, vous avez les niveaux de stress des différents animaux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un bovin ou un ovin, il est incapable de transpirer suffisamment pour arriver à réguler sa température corporelle. Donc, au-delà de 24 degrés, quand vous regardez dans le petit tableau, pour 20% d'humidité de l'air, les ruminants commencent déjà à souffrir d'un stress thermique. Donc, si on reprend le graphique de tout à l'heure avec les données Arvel et qu'on met en parallèle les éléments de stress, on voit que la présence d'arbres permet de diminuer le stress. Donc, vous voyez, par exemple, sur 2016, on passe d'un stress on va dire, modéré à un stress plutôt léger avec la présence d'arbres. Et en 2017, on voit que la présence d'arbres permet de passer d'un stress léger à plus du tout de stress au niveau des animaux. Par rapport à ces différents éléments, donc on a voulu analyser un petit peu le comportement des différents animaux en présentant un projet parasol. Donc, en fait, le dispositif était d'implanter des parasols pour recréer un ombrage correspondant à un arbre adulte et voir un petit peu quelle influence ça avait sur les animaux. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est que les animaux sous parasol, ils passent plus de temps à manger et ils sont également plus statiques que des animaux qui seraient sans ombrage. A contrario, les animaux qui n'ont pas d'ombrage, ils marchent plus à la recherche d'ombre et pâturent également moins. Ils passent également une plus grande part de leur temps à la rumination. Donc là, c'est les 2 graphiques que je vous ai mis en dessous. Donc à gauche, la partie parasol et à droite, la partie sans parasol. Donc les animaux, lors de cette expérimentation, les animaux sans ombre ont bien montré un comportement de stress en l'absence d'ombrage. Quand on regarde au niveau de l'impact des animaux, si on synthétise un petit peu ces éléments, donc on voit une utilisation des arbres par les animaux, notamment pendant les heures les plus chaudes. On voit que ça favorise également l'exploration de la parcelle par les animaux et les animaux qui ne bénéficient pas d'ombre, ont un comportement de stress, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Quand on regarde au niveau des performances sur les animaux, donc en fonction du taux de stress, on va affecter plus ou moins sévèrement différents éléments. Donc, ce qu'on disait déjà, c'est que la vache rumine plus pour essayer de diminuer son stress et va également saliver plus. Donc, on va augmenter les pertes en eau et on va aussi baisser sa consommation alimentaire. Au niveau des déplacements, donc, les animaux vont être plus actifs et vont rechercher de l'ombre activement sur la parcelle. On va également du coup augmenter le risque de pathologie des pieds et on va augmenter aussi la dépense énergétique. Au niveau de la reproduction, il peut y avoir des impacts négatifs au niveau des inséminations non fécondes, de mortalité embryonnaire ou d'avortement. Au niveau de la production laitière, on a une diminution de la production plus ou moins importante en fonction du niveau de stress.
et également une augmentation des cellules dans le lait en cas de stress. Une fois qu'on a parlé un petit peu des impacts pour les animaux, quel est l'impact sur la production fourragère? Donc, on a récapitulé tout à l'heure, augmentation de l'humidité, réduction du rayonnement, réduction de la vitesse du vent, réduction de l'évaporation, donc moins d'évapotranspiration. Donc, en fait, en système pâturé, l'ambiance agroforestière, elle va être un avantage pour la gestion de la production fourragère ou du nombre de jours pâturés. Là, je vous ai remis un petit élément du réseau, enfin de l'expérimentation Parasol, où on voit en fait à gauche différentes mesures qui ont été faites sur la parcelle agroforestière et la parcelle agroforestière moyennée et une parcelle témoin. Donc au démarrage, en plein printemps et à l'été. Ce qu'on remarque en général, c'est que sur la parcelle agroforestière, on a systématiquement une production qui est équivalente, voire supérieure aux témoins. Ce qu'on a remarqué, c'est que les arbres impactent le développement des prairies et il a tendance à retarder le dessèchement de plusieurs semaines. Il impacte aussi le rendement prairial à proximité des arbres, qui est diminué, mais globalement, on est maintenu à l'échelle de la parcelle. Au niveau de la valeur nutritive de l'herbe, on a généralement une EMAT et une digestibilité de l'herbe plus élevée au cours de l'été. Et on a une composition botanique qui a tendance à évoluer avec parfois un peu moins de légumineuses et des espèces tolérantes à l'ombrage, proches des arbres et au piétinement. L'impact sur la production fourragère, il va être dépendant en fait de la fermeture de votre canopée, donc c'est-à-dire la fermeture de votre milieu, et également de la manière dont on arrive à gérer la compétition au niveau de l'eau. Donc pour faire cohabiter arbres et prairies, le premier élément, ça sera la gestion de la lumière. Par rapport à cette gestion de lumière, la première chose à faire, c'est de favoriser une implantation nord-sud, puisqu'en implantation nord-sud, les ombres vont se superposer, et du coup, on n'aura pas un effet ombrage total d'un côté de l'arbre et lumière systématique de l'autre côté de l'arbre. Les ombres se superposent et du coup, l'impact sur le rendement est limité. Naturellement, la densité de plantation aura aussi un impact sur la production fourragère. Le deuxième élément concerne l'eau. Donc là, je vous ai mis un petit élément où on voit les besoins de la culture et les besoins de l'arbre. Et du coup, toute la réflexion sera d'arriver à ne pas rentrer en compétition entre la production fourragère et les besoins de l'arbre. Pour cela, je vous ai remis un petit élément avec le schéma du système racinaire en forêt, où on voit qu'on a généralement un système racinaire qui est très superficiel. Ce qu'on va rechercher en agroforesterie, c'est plutôt un enracinement en profondeur avec une zone pratiquement sans racines entre les arbres pour favoriser les racines des cultures. Donc pour cela, il y a plusieurs solutions. On peut éventuellement faire du cernage mécanique, c'est-à-dire passer un outil le long des lignes d'arbres pour couper les racines et faire un gainage en profondeur et éviter l'expansion latérale. Le deuxième élément est également au moment de la préparation du sol pour la plantation, de favoriser un enracinement profond avec un travail de sol type sous-solage et préparer le poté le mieux possible. Au niveau des fourrages d'appoint, si on revient un petit peu à la question des fourrages, des besoins fourragers, donc la valeur alimentaire des feuilles des ligneux, elle peut être intéressante pour certaines espèces. On voit que les valeurs de digestibilité peuvent être assez élevées avec des teneurs en MAT proches des fourrages traditionnels. Donc, quand on regarde un petit peu les différentes espèces qui ressortent, on a notamment le mûrier blanc, le frêne, l'aulne glutineux et puis l'aulne de Corse, et le tilleul qui ressortent bien parmi ces différentes espèces. Naturellement, les feuilles des arbres restent des fourrages d'appoint qui doivent venir en éventuel complément de prairies ou
de surface fourragère. Au niveau des différents effets, on a des effets antiparasitaires également, ce qui dépendent des richesses en tanins condensés de différents arbres. Donc, par rapport aux tanins condensés, on repère le chêne, le noisetier, le châtaignier, qui ont des richesses en tanins relativement importantes et qui ont des effets vermifuges sur les animaux. Avec un petit bémol, c'est qu'il faut une quantité suffisante de la plante pour atteindre cette propriété. Mais dans certains cas, la consommation de fruits ou les surconsommations de feuilles peut entraîner un effet de toxicité pouvant aller jusqu'à la mortalité. Donc, pour éviter ces phénomènes-là, l'idée, c'est de diversifier au maximum les espèces que vous avez sur vos parcours pour offrir une diversité de sources fourragères et de diversité fourragère. Hormis les intérêts pour l'élevage, on peut aussi lister d'autres intérêts, donc des intérêts au niveau paysager, donc, qui peuvent permettre de délimiter les paddocks, de guider aussi les animaux et de les encourager à explorer l'ensemble de la parcelle. Il y a aussi un aspect image envers la société qui peut être de plus en plus intéressant et de plus en plus recherché, avec des fois des réflexions sur la commercialisation des produits, sur des valorisations supplémentaires ou au moins sur une image de qualité. Et après, il y a un aspect aussi paysager par rapport à de la rupture d'horizon et de la linéarité du paysage. Il peut y avoir également un intérêt autour des eaux et des sols. Donc, les apports de branches et les apports de feuilles permettent d'améliorer la matière organique du sol de 1 à 2%, principalement de la litière aérienne. Et après, on a également un travail par les racines qui vient enrichir également le sol et améliorer sa fertilité et sa porosité. Il peut y avoir également un intérêt autour de l'aspect qualité de l'eau. L'arbre va avoir déjà un effet barrière et va favoriser l'infiltration des eaux. Il va permettre également de créer un deuxième filet protecteur. Une fois que l'eau aura percolé au-delà des racines des cultures, l'arbre sera en capacité d'aller récupérer des éléments qui seraient passés en dessous des racines des cultures. Au niveau de l'aspect changement climatique, on a également un intérêt sur le stockage de carbone. Donc, 1 hectare d'agroforesterie stocke en moyenne entre 1 et 4,5 tonnes par hectare et par an de CO2. Donc voilà, dans différentes démarches aujourd'hui, ça peut être un allié intéressant pour augmenter le stockage de carbone sur les exploitations, notamment sur les exploitations d'élevage laitier via le dispositif Cap2R. Au niveau de la préservation de la biodiversité, donc naturellement, avec l'implantation d'arbres, on va implanter aussi toutes les espèces qui sont spécifiques de ces arbres, donc que ce soit des chiroptères, donc des chauves-souris, des pucerons, différents prédateurs, des acariens, tout ce qui va être pédofaune, tout ce qui va être oiseaux également, et tout ce qui va être les organismes souterrains. Là, je vous ai mis un petit exemple par rapport à la population de carabes. Donc là, vous avez donc les barres avec marqué AF, donc c'est les parcelles d'agroforesterie qui ont été comparées avec des terres sans arbres. Et là, on voit que en général, sur les parcelles d'agroforesterie, on a tendance à augmenter la population de carabes. Et si on ne l'augmente pas, on voit qu'on la diversifie quand même grandement par rapport à des terres où on n'implante pas du tout d'arbres. Au niveau des différentes débouchés, on peut également réfléchir à de la production de bois d'œuvre, la production de bois de chauffage, de bois plaquettes, de paillage ou de fruits. Naturellement, l'agroforesterie, on va être sur des densités relativement limitées. Donc, pour atteindre ces différents débouchés, on aura des fois des besoins de volume plus importants. Donc, les projets d'agroforesterie vont venir se cumuler avec un dispositif, enfin un linéaire de haies ou de bois déjà existants. Par rapport à de la production de bois d'œuvre, on aura naturellement un besoin de qualité.
je vous ai remis un petit peu les différents défauts qu'on peut observer sur des arbres de Auger et ce que ça vous donne en termes de défauts dans le bois derrière. Donc pour atteindre la qualité de bois d'œuvre, on aura nécessairement des besoins d'entretien, donc que ce soit des entretiens au niveau du pied, donc du paillage, l'entretien de tonte autour de l'arbre, ou après tous les travaux de taille et d'élagage. Donc un besoin en temps de travail qui sera relativement important pour atteindre les différents objectifs de qualité. Un des éléments qui peut être intéressant, c'est de réfléchir à de la litière plaquette. Donc là, elle peut être aussi bien dans la stabule qu'autour des râteliers ou que sur l'aire d'attente. Elle représente différents intérêts, diminuer un petit peu la dépendance à la paille et derrière obtenir un petit peu plus d'autonomie dans son système vis-à-vis de la paille. On a d'autres différents éléments par rapport aux différentes charges et à la durée de vie du paillage. Les grosses limites de ce type de développement, ça sera majoritairement le besoin en ressources suffisantes, donc accumulées avec du linéaire existant, et après la structuration de filières et l'organisation pour la valorisation. Au niveau des différentes clés un petit peu pour réaliser son projet, la première chose, ça sera d'arriver à définir un peu les objectifs qu'on vise. Est-ce qu'on va avoir une optique plutôt paysagère? Est-ce qu'on va avoir plutôt une optique production de bois? Est-ce qu'on va avoir une optique biodiversité? Et par rapport aux différents objectifs, on adaptera son schéma de plantation. La deuxième chose, ça sera de déterminer le contexte pédoclimatique, donc le type de sol, la profondeur de sol et la pluviométrie pour, entre guillemets, mettre le bon arbre au bon endroit. Et derrière, une fois qu'on aura déterminé le contexte pédoclimatique et les objectifs visés, on choisira les essences, le paillage et les protections à mettre en place. On réfléchira à la bonne préparation de sol pour favoriser un enracinement profond. Et derrière, se suivra toutes les étapes de mise en place, donc la plantation, le paillage et la mise en place de protections adaptées. Les différentes limites à prendre en compte, c'est déjà la propriété du terrain. Ce qu'il faut savoir, c'est que le propriétaire garde la propriété des arbres et que le fermier, s'il n'est pas propriétaire, est uniquement propriétaire des déchets de taille et des éventuels fruits récoltés. Au niveau de la densité de plantation, on ne dépassera pas les 100 arbres par hectare. Au-delà de 100 arbres par hectare, la parcelle perd le statut de parcelle agricole et devient du boisement de terre agricole. Après, il y aura toutes les limites réglementaires, notamment la distance vis-à-vis du voisin et prendre en compte naturellement les différents passages de matériel. Enfin, la conformation de la parcelle, donc on prendra également en compte tout ce qui est pente, drain, et puis un petit peu la conformité de la parcelle. Au niveau du coût moyen d'un projet de plantation, donc on est aux alentours, donc je vous ai différencié grande culture, ovin, bovin. La différence de coût se fera principalement sur le choix de la protection adaptée. Donc, au niveau des grandes cultures, on va être entre 750 et 1 200 euros de l'hectare. Pour les bovins, on sera entre 1 150 et 2 000 euros de l'hectare. Et pour des bovins, entre 2 250 et 4 200 euros. Voilà. Enfin, après avoir implanté le projet, il y aura forcément une nécessité de prévoir un entretien, au moins sur les 15 premières années. Donc, un suivi, un entretien au pied des arbres et du paillage. Un suivi, un entretien des protections avec des adaptations ou des changements de protection quand elles sont abîmées. Et derrière, une taille de formation et un élagage à prévoir au moins sur les 15 premières années. Au niveau du temps de travail, donc la première année, on estime qu'on est aux alentours de 22 heures par hectare pour tout ce qui est plantation. Et après, on tourne aux alentours de 5 heures par hectare pour tous les travaux de taille et d'entretien des plantations. Voilà.
Si vous avez des questions, j'ai terminé ma présentation. Donc voilà, au travers de cette présentation, on a montré un autre levier que l'on peut mettre en place, les haies, aussi bonnes pour votre biodiversité que votre stockage carbone, mais aussi pour la technique de votre élevage, ce qui est favorable à la productivité individuelle des animaux. Comme nous le verrons encore demain, eh bien, la productivité individuelle des animaux a un impact sur votre environnement, sur votre impact environnemental. Mais ça aussi, la haie apporte aussi un bien pour les animaux au niveau de leur santé, de leur alimentation. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vous remercie pour votre participation et on vous invite à participer aux autres petites web visios.